400 millions de dollars. Ce sont les recettes générées par Super Mario Bros. Le film pour son premier week-end, détrônant ainsi La Reine des Neiges 2, comptabilisant 350 millions de dollars. Soit le meilleur démarrage pour un film d'animation. 30 ans après le précédent film, qui fut au passage un échec au box-office, Nintendo et Universal ont su travailler main dans la main pour produire un film qui deviendra un carton interplanétaire. À travers de toutes ces années, nous avons connu de nombreuses adaptations d'œuvres vidéoludiques, mais peu ont réellement réussi à s'avérer rentables, faisant essuyer échec sur échec. Tout nous fait porter à croire que les jeux vidéo et le cinéma sont devenus deux arts totalement incompatibles, ne pouvant pas s'entremêler sans donner à la place une abomination de la nature. Cependant, il y a du tort dans cette histoire. C'est ce que je vais vous démontrer à présent. Le premier film adapté d'un jeu vidéo. Beaucoup de personnes vous diront que le premier film adapté d'un jeu vidéo était Super Mario Bros, sorti en 1993 et réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jankel. Il est vrai que ça en est le premier film international. Cependant, il est en réalité le deuxième long métrage basé sur l'univers de Mario. En effet, 7 ans avant que le film soit sorti, un film d'animation japonais a été produit se nommant Super Mario Bros. Peachim Yutsusu Daisakusen. Que nous refassions une remise en contexte. En 1986, un an auparavant, était sorti Super Mario Bros, qui, je n'ai plus besoin de vous le présenter, fut un carton international avec plus de 40 millions de copies vendues à travers le monde, devenant une icône emblématique du jeu vidéo. Ce succès créera la convoitise des éditeurs, devenant une des licences les plus rentables. C'est le cas de la société de production Grouper, qui demandera l'autorisation à Shigeru Miyamoto, qui deviendra, au passage, le créateur et responsable de la production, et également Takashi Tezuka, qui lui sera le chef designer du film. Autant dire que Grouper sentit le filon très rapidement en produisant de nombreux produits dérivés du film, comme des cartes postales, des musiques, des livres et même des nouilles. Le terrain était prêt, il ne restait plus que l'atterrissage du film et donc potentiellement du succès. Et c'était ainsi que le 20 juillet 1986, le film sortit enfin en salle. Celui-ci durait 60 minutes et reprenait le scénario où la princesse Peach fut capturée par l'infâme Bowser et où Mario et ses amis devaient la sauver. Ce fut malheureusement un échec commercial cuisant. Même si des VHS ont été édités, par manque de moyens financiers et matériels, il est quasi introuvable aujourd'hui, faisant enflammer les prix aux enchères. Heureusement, un groupe de fans a permis une restauration en 4K, devenant ainsi disponible sur YouTube au grand public. Partie 2. Les années sombres. Cet échec était en réalité un avant-goût de ce qui les attendait vraiment. Les années s'enchaînèrent et les échecs également. Souvent pas à l'attente de la franchise et par manque de budget, les films ne s'avèrent pas être à la hauteur et deviennent des échecs commerciaux. Les éditeurs rachetant les droits d'utilisation sont généralement très peu familiers à l'univers vidéoludique, ce qui fait que les nombreuses adaptations sont souvent très éloignées du jeu même, ce qui est en soi un comble. Du côté des films d'animation, cela s'en sort un peu mieux. En effet, les différents films Pokémon réussissent à trouver un public large, rendant les films très rentables. Au total, 7 films Pokémon sont sortis à l'international, sans compter bien sûr ceux qui sont sortis au Japon, où on en compterait une vingtaine. Malheureusement, les années 2000 sont le point culminant de ce désastre. De grandes licences comme Resident Evil, Doom ou encore Alone in the Dark se sont avérées des échecs cuisants. Incohérence, non prise au sérieux de la licence, casting souvent à la dérive, sont probablement les raisons de ces échecs. Et que jamais nous aurons de bonnes adaptations d'œuvres vidéoludiques sur grand écran. Partie 3. La Renaissance. 30 avril 2019. Le monde redécouvre avec frayeur le trailer de Sonic le film. Le nouveau design du hérisson bleu ne plaît pas. Et tout internet est retourné par l'annonce du film. Un design trop humanisant, des proportions non respectées, et ce visage... Arc. Heureusement, un redesign est vite créé avec des proportions beaucoup plus kawaiisées et un ensemble se rapprochant plus du jeu vidéo. On aurait presque dit qu'il avait fait exprès un coup marketing de la part de Sega. Cela leur a coûté assez cher, environ 5 millions de dollars pour le changement esthétique. Cette perte fut heureusement facilement récompensée par le succès planétaire avec plus de 300 millions de dollars au box-office mondial, remettant sous les feux des projecteurs la mascotte bleue de Sega, longtemps délaissée à cause de mauvaises adaptations du jeu en 3D,
Sonic 2006 pour n'en citer qu'un. On arrive enfin au film que nous attendions tous. 6 octobre 2022. Après une précédente annonce stipulant qu'un film sur l'univers du plombier moustachu en collaboration avec Universal Studios allait voir le jour, un trailer du début du film est diffusé. Ceci a été une explosion. Plus de 600 000 spectateurs en simultané sur le live et 20 millions de vues pour le premier trailer montraient à quel point l'attente était immense. Comme vous le savez, ce film a été un gros succès, faisant affirmer la place de Nintendo dans le marché cinématographique, avec l'annonce de futurs films centralisant chacun sur le personnage de la série. Nintendo, qui autrefois s'était montré assez réticent à se mettre à produire des longs métrages, en commençant par quelques échecs à ses débuts, a finalement réussi à trouver sa place, ce qui pourrait à long terme changer la face du cinéma d'animation tout en entier. Partie 4. Mais finalement, qu'est-ce qu'une bonne adaptation ? Tout au long de la vidéo, nous avons vu qu'adapter quelque chose qui est à la base d'un support vidéoludique pour un format cinématographique n'est vraiment pas chose aisée. Certains moments, comme des phases de gameplay dans un jeu vidéo, n'auront pas la même importance que sur grand écran. Ceci pousse donc à devoir être inventif pour que le scénario colle au mieux à la licence de base, mais sans non plus la voir s'éloigner. Il ne faut pas non plus oublier que le jeu vidéo a aussi apporté des éléments au cinéma, et inversement. Les effets spéciaux que nous voyons maintenant n'auraient jamais été aussi poussés si on n'avait pas développé les techniques d'imagerie des jeux vidéo modernes. À présent, certains films sont entièrement conçus à partir de moteurs de jeu, comme Unreal Engine, montrant à quel point il peut y avoir une certaine synergie entre ces deux éléments. Inversement, les cinématiques et des scénarios beaucoup plus développés viennent du cinéma. Nous sommes passés en 40 ans d'un scénario où c'est un plombier moustachu sauvant une princesse d'une affreuse tortue dragon à des scénarios beaucoup plus poussés, avec un développement complexe et personnel de chaque personnage, au point même de produire des séries adaptées du jeu, comme avec The Last of Us. Au final, est-on forcément obligé de toujours suivre le chemin du jeu ? Je veux dire, les adaptations ratées de jeux vidéo qu'on a pu voir ces dernières années, ne seraient-elles pas dues au fait qu'ils ont essayé de trop s'approcher de l'œuvre originelle, faisant limiter le pouvoir scénaristique maximal que cela aurait pu produire ? Tenez, prenez l'exemple de Tetris. Un jeu de réflexion sur Game Boy avec des blocs tombant sur l'écran, où le but est simplement de les aligner. J'avoue que pour un synopsis de film, ça doit pas être fameux. Mais maintenant, prenons maintenant l'histoire du développement derrière le jeu, les raisons de son succès interplanétaire, le contexte derrière la création du jeu. Là, ça devient tout de suite intéressant. C'est ce que montre Tetris. Film sorti en 2023, exclusivement sur Apple TV+, a été un succès aux critiques et box-office. Le contexte de la guerre froide, des personnages attachants et bien joués, et une bonne mise en scène a réussi à convaincre le public, même les personnes étant à la base réticentes sur l'art vidéoludique. Comme quoi, il ne suffit pas juste simplement de suivre le chemin tout tracé d'un jeu vidéo pour réaliser un bon film. En essayant d'aller un peu plus loin de l'œuvre originelle, tout en gardant une certaine fidélité, là on pourrait avoir la meilleure adaptation d'un jeu vidéo en film.